Donc, pour ceux qui viennent de se brancher, je me représente, Catherine Hauschild. Je suis en charge des communications des événements au sein de l'équipe d'Entrechef PME. Et je vais être avec vous, en fait, pour la prochaine heure, là, pour animer le webinaire avec nos deux conférenciers invités. Donc, on va bien sûr passer la prochaine heure à parler d'approvisionnement. Et on va débuter avec Stéphane Drouin, qui est vice-président achat québécois et développement économique chez Investissement Québec, qui va nous faire un portrait des solutions que vous pouvez considérer qui sont liées à vos enjeux d'approvisionnement. Et on va poursuivre avec un échange avec Alain Brunel, qui est président de Mers Ambulance. On va prendre ensuite un bon moment là, pour vos questions, pour échanger. Et suite à cette période de questions-là, on va faire des sous-groupes. On trouve ça important, là, justement, que vous ayez la possibilité d'échanger en plus petits groupes. Vous pourrez justement prendre ce moment-là pour regarder un peu qui a fait quoi, échanger des idées sur des actions que vous avez entreprises dans vos organisations. Puis, on va revenir pour un partage d'idées. Donc, je voulais, d'un point de vue logistique, je voulais tout simplement vous mentionner que le webinaire est enregistré, puis il va être disponible également là, sur la chaîne YouTube d'Entrechef PME par la suite. Alors, sans plus tarder, je vous présente Stéphane Drouin. Probablement que vous avez vu, entendu, je pense que Stéphane, depuis les derniers mois, est sur la route et a fait de multiples présentations, hein, Stéphane, je crois bien. Mm-hmm. Donc, Stéphane Drouin est vice-président achat québécois et développement économique depuis février 2021 chez Investissement Québec. Il possède une expertise reconnue à titre d'investisseur et d'entrepreneur. Il a occupé de nombreux postes de gestion dans le domaine de l'innovation, du marketing et du développement d'affaires. Son parcours professionnel l'a emmené à conseiller de nombreux chefs d'entreprise en matière de planification stratégique, de développement de marché et en gestion des opérations. Alors, Stéphane, à toi la parole. Merci beaucoup, Catherine. Bonjour à tous, bon matin. Vraiment un plaisir d'être avec vous ce matin. On en parlait dans l'introduction. Un sujet, je pense qu'il y a les deux grosses sources de maux de tête de plusieurs entrepreneurs, la main-d'œuvre et l'approvisionnement. Présentement, on le voit dans nos recherches, nos études et on l'entend beaucoup sur le terrain. Donc, vice-président achat québécois et développement économique, c'est une nouvelle vice-présidence qui a été créée chez Investissement Québec à l'automne dernier. Donc, comme vous savez, Investissement Québec, nouvelle mission. En plus de tout le financement, il y a beaucoup d'accompagnement maintenant, que ce soit en stratégie, en exportation, technologique avec les gens du CRIC et aussi maintenant au niveau de l'achat québécois. Donc, notre vice-présidence travaille concrètement à accompagner les entreprises à identifier des sources d'approvisionnement au Québec comme solution à la crise d'approvisionnement, mais aussi à en faire un levier de développement économique pour amener de la résilience dans nos chaînes d'approvisionnement futures et le développement de nos entreprises. Donc, c'est vraiment un beau défi. On a une belle équipe qu'on a mis en place depuis l'automne et c'est vraiment, on est très occupé, mais on est content de l'être en même temps si on sait que c'est un gros défi pour beaucoup d'entrepreneurs comme vous. Donc, je vais aller sur ma présentation. On est encore dans la magie du virtuel. Donc, l'approvisionnement québécois, pour nous, on veut que ça devienne quelque chose de stratégique et payant. On le sait à travers la crise d'approvisionnement qu'on vit actuellement. C'est vraiment pénible pour beaucoup d'entreprises. C'est quand même intéressant j'avais cette réflexion-là avec quelqu'un cette semaine en parlant de la situation économique. Puis j'ai l'impression qu'on vit quelque chose qu'on n'a jamais vécu dans notre économie moderne. Normalement, il y avait des ralentissements de demande et là, les entreprises avaient de la difficulté. Et là, c'était des défis de vente et de chiffre d'affaires. Mais aujourd'hui, beaucoup d'entreprises ont des carnets de commandes pleins, mais n'arrivent pas à livrer par des enjeux de main-d'œuvre ou des enjeux d'approvisionnement. Donc, c'est vraiment un peu le monde à l'envers et c'est des défis qui sont intéressants. Il n'y a pas beaucoup de références, hein, donc il faut trouver la façon qu'on va être capable de passer à travers ça. Donc, chez Investissement Québec, on a voulu vraiment mettre en place une approche pour aider les entreprises à revoir l'approvisionnement québécois dans leur stratégie. Donc, on travaille sur 4 axes importants. Le premier, c'est concrètement aider les entreprises à s'approvisionner auprès de fournisseurs québécois lorsque c'est possible, que ce soit en produits, en services, en technologie. On a un savoir-faire incroyable au Québec dans plusieurs domaines, dans plusieurs secteurs. On a de la sous-traitance, on a de l'expertise, on a une fiabilité aussi au Québec, on a une qualité qui est reconnue. Les Québécois sont des partenaires d'affaires qui sont le fun avec qui à travailler. Donc,
On veut ramener les entreprises à s'approvisionner au Québec et on veut les aider concrètement. Je vous en parlerai un peu plus comment on le fait. Le renforcement des chaînes d'approvisionnement locales, bien entendu, comment on se sert de la crise actuellement pour aider. On sait qu'on a un retard important en productivité dans les entreprises québécoises par rapport au reste du Canada, au reste de l'Amérique du Nord, au reste du monde. Donc, présentement, dans le contexte de pénurie de main-d'œuvre, ce retard de productivité nous affecte particulièrement davantage. Donc, on veut profiter de cette crise-là pour accélérer ce viragement en productivité, en innovation dans nos entreprises. Il y a probablement des gens parmi vous qui ont peut-être des activités de production aussi à l'étranger. On en a plusieurs dans nos clients, donc qui ont des usines au Québec, mais qui ont quelques usines à l'étranger. Donc, dans tout le contexte d'approvisionnement, des enjeux de logistique, des défis de transport vers le Canada. Donc, certaines entreprises considèrent de ramener ces activités de production-là dans leurs usines québécoises, en tout ou en partie, des fois sur des productions un peu plus à valeur ajoutée. Donc, ils vont ramener ça ici. Donc, on travaille aussi sur ce volet-là. Et le dernier volet, c'est comment on développe au Québec des intrants qui sont actuellement non disponibles ici. Et donc, on n'a pas de baguette magique, on ne fait pas tout au Québec, mais il y a des opportunités dans plein de secteurs de travail. Et présentement, ce qu'on voit, des impacts de la crise d'approvisionnement, on voit qu'il y a une régionalisation des chaînes d'approvisionnement sur des intrants à valeur ajoutée. Donc, on a eu une mondialisation pendant les 30 dernières années, 40 dernières années. Et là, on le voit qu'il y a comme, entre autres, une nord-américanisation de la chaîne d'approvisionnement qui est en train de se mettre en place. Donc, on est en train d'activement d'être très proactif. Je donne un exemple au niveau des semi-conducteurs. On est en train de regarder comment on peut agir au Québec de ce côté-là. Au niveau de l'aluminium, il y a plein de secteurs clés dans lesquels on est très fort en primaire, mais en transformation secondaire, il y a des éléments clés qu'on ne fait pas au Québec. Mais là, il y a des opportunités intéressantes qui se pointent à l'horizon. Il y a des joueurs locaux, des joueurs aussi internationaux qui sont intéressés à revoir le Québec. Et au Québec, on a un avantage qui est très intéressant, c'est notre énergie verte. Donc, dans tout le virage de développement durable, ça amène beaucoup d'intérêt vers le Québec pour des entreprises à venir s'installer ici. Donc, on veut en profiter pour renforcer nos chaînes d'approvisionnement aussi pour le moyen et le long terme à partir de projets de développement économique. Donc, cette initiative-là s'insère dans la stratégie gouvernementale. Vous avez entendu parler du projet de loi 12 là, qui est présentement en étude en comité parlementaire. Donc, le projet de loi 12 sur l'achat québécois du gouvernement qui vise vraiment à trouver des façons, tout en respectant les ententes internationales qu'on a, tout en gardant une saine gouvernance dans nos achats publics, d'améliorer l'achat québécois du gouvernement, qui est quand même le plus gros donneur d'ordre privé au Québec. Et il y a vraiment des gros projets intéressants de ce côté-là, au niveau d'intégrer des critères de développement durable, de renforcer les achats québécois selon certains seuils, etc. Donc, c'est un beau projet de loi qui va donner un levier de développement, puis ça ne sera pas une baguette magique non plus à court terme, mais ça va donner l'opportunité d'amener des changements importants. Donc, on s'implique directement avec nos collègues du MEI là, sur ce dossier-là. Vous avez entendu il y a 2 ans le panier bleu à travers la crise. Il y a des choses qui sont en train de changer du côté du panier bleu, mais vous allez entendre demain, puis je ne vais pas couper l'annonce, mais il y a une annonce importante qui va être faite demain sur un système d'identification des produits québécois. On le voit à l'image du Québec. Donc, par contre, lorsque tout autre produit non alimentaire, c'est pas possible de le faire. Donc, il y a vraiment quelque chose qui va être annoncé demain par le premier ministre, une très belle initiative qui, là, va aussi donner aux consommateurs une capacité d'acheter davantage québécois en pouvant identifier les produits. Et le troisième volet, ben, c'est ce qu'on travaille sur Investissement Québec. Donc, c'est tout le volet business to business. Donc, vraiment accompagner et donner des outils aux entreprises là, québécoises qui sont au Québec pour acheter davantage au Québec. Donc, notre mandat s'intègre là-dedans. On travaille vraiment sur des grands secteurs, donc tout le secteur manufacturier, bien entendu, nos PME québécoises, les grandes entreprises manufacturières qui sont le cœur de notre économie, donc très important. Les sciences de la vie, on le sait, on a vu pendant la crise de la COVID beaucoup d'enjeux de résilience qu'on n'avait pas. Donc, le gouvernement travaille beaucoup sur ce volet-là, comment on peut améliorer notre résilience, notre capacité de sciences de la vie qui a été beaucoup délocalisée à travers l'Amérique du Nord, là, pour aller vers l'Asie, entre autres, dans les dernières années. Donc, on travaille là-dessus. Il y a beaucoup de projets. Et on a maintenant une nouvelle équipe là, qui est spécialisée en investissement dans les sciences de la vie chez Investissement Québec, qui travaille activement sur ce volet-là. Les nouvelles technologies propres, transport électrique, bien entendu, c'est nos secteurs de développement à long terme, c'est les nouvelles économies, donc tout le virage en nouvelles technologies qu'on doit faire, l'automatisation, virage numérique de nos entreprises, le virage en développement durable qui va devenir un levier important, le transport électrique, c'est des secteurs qu'on va s'assurer, que nos entreprises puissent s'approvisionner au Québec dans ces technologies-là, mais aussi
aussi que les chaînes d'approvisionnement dans ces secteurs-là, les verticales, soient bien développées. Et le dernier, mais c'est l'aérospatial, comme vous connaissez, gros secteur de l'économie du Québec. On a beaucoup de travail de renforcer la chaîne d'approvisionnement locale, d'opportunités de la sécuriser, autant pour le court terme dans la relance de l'industrie, mais aussi pour les développements des nouvelles technologies d'aviation qui sont en train de se mettre en place. On veut s'assurer d'être présent en amont pour être là quand ça va sortir. Donc, vraiment des secteurs clés. On en a parlé un petit peu tantôt dans l'avant-conférence, mais vraiment, la chaîne d'approvisionnement avait déjà démontré beaucoup de vulnérabilité. Ce n'est pas la COVID qui a brisé la chaîne d'approvisionnement. La COVID a amené d'autres problèmes, mais on le voyait, hein, il y avait des événements politiques, des événements climatiques, il y a eu des blocus ferroviaires, il y a eu des grèves au port, il y a eu toutes sortes de choses qui ont vraiment qui démontrait la fragilité de la chaîne d'approvisionnement de plus en plus. Puis la chaîne était rendue très longue et on le voyait là, que des fois, ça ne prenait pas grand-chose pour qu'on vienne la débalancer et qu'on vienne avoir un impact sur nos entreprises. La COVID a accéléré, a amplifié ces problèmes-là, tous les enjeux de chaîne de logistique que vous connaissez, tout le débalancement de la chaîne des containers, le coût des containers qui est multiplié par 10, les enjeux de main-d'œuvre qu'on a, qui ont été reliés aussi à plein de facteurs par rapport à la COVID et aussi à l'offre et à la demande. Et maintenant, les pénuries de matériaux, les retards de livraison qui se mettent en place. Donc, ça a accéléré cette problématique-là. La guerre en Ukraine est aussi un problème. Donc, la Russie, qui malheureusement, on a fermé les frontières de la Russie. Donc, il y a beaucoup d'intrants clés, de minéraux, de matériaux très stratégiques, le pétrole, le gaz en Europe, donc qui viennent débalancer la chaîne d'approvisionnement, mais aussi tout l'approvisionnement que la Russie faisait pour son propre pays, ben, en Europe, ben, maintenant, ça s'en va vers la Chine où c'était déjà assez congestionné. Donc, ça vient renforcer les problématiques. Bien entendu, l'Ukraine qui est aussi un grenier important en Europe, donc des pénuries, des retards additionnels. Donc, toujours un autre élément qui vient se rajouter. L'après-crise va être quoi? On ne le sait pas vraiment, c'est très difficile à prévoir. Mais comme je vous disais tantôt, ce qu'on est vraiment en train de sentir, c'est une régionalisation, une nord-américanisation de la chaîne d'approvisionnement. Et on veut s'assurer de profiter de ça pour renforcer l'économie québécoise et renforcer aussi notre autonomie dans l'approvisionnement au Québec de plus en plus dans les intrants clés, les intrants stratégiques. Donc, les enjeux de la crise sont importants. On pense à l'augmentation des coûts de matières premières, donc toute l'inflation de ce côté-là. Là, j'en parlais, l'augmentation des coûts de transport et de logistique. Si vous importez des produits finis, mais vous êtes vraiment impacté. Je parlais à une entreprise hier qui importe des meubles du Vietnam et bon, ses coûts de transport viennent augmenter son coût de produit de 30 à 40 %. Donc, quand c'est des intrants, l'impact est un peu moindre, mais encore là. Par contre, cet écart de prix-là qui va probablement durer pour une certaine période de temps, parce que les experts prévoient vraiment que la crise va durer encore au moins une couple d'années. Bon, ben, ça donne un avantage au moins au niveau des écarts de coûts avec le Québec. L'accroissement des délais de livraison des intrants, bien entendu, que ce soit des intrants importés, mais même des choses au niveau local. Toute la chaîne d'approvisionnement est remplie de retard, donc c'est très compliqué. Puis vous le savez mieux que moi, vous le vivez dans vos usines. L'imprévisibilité des livraisons rend la gestion de la production hyper complexe. Il y a des pénuries de certaines matières. Il y a du délestage aussi même. On a beaucoup de clients qui nous ont appelés qui avaient des petits volumes chez certains fournisseurs. Et là, les fournisseurs disent, ben regarde, on prend la liste par en bas, puis on remonte, puis on enlève des volumes parce qu'on n'est plus capable de fournir. Donc, ces clients-là se retrouvent sans fournisseurs dans des intrants souvent qui sont importants pour eux, même si ce n'est pas de des gros volumes. Donc, beaucoup d'impacts négatifs qui sont reliés à toute la COVID. Et concrètement, dans les entreprises, ben, on voit l'augmentation des prix, beaucoup de pression sur les prix, mais pas toujours la capacité de passer les augmentations de prix. Donc, ça devient très complexe à gérer. On le sait, les contrats qu'on a fait dans le passé, la gestion des prix actuels, la gestion des prix futurs, beaucoup d'imprévisibilité là aussi. Donc, ça devient très complexe à gérer et ça amène des relations clients des fois qui peuvent être assez tendues à certains égards. L'augmentation des inventaires, on est passé vraiment du just-in-time au just-in-case. Une des stratégies que beaucoup d'entreprises ont pris, c'est vraiment d'augmenter les inventaires qui amènent d'autres enjeux. Hein, ça amène des enjeux économiques parce qu'il y a des coûts reliés à ça, il y a des coûts de cash flow parce qu'on gèle davantage d'argent en Asie sur des délais de livraison plus longs. Le coût d'entreposage, le coût de main-d'œuvre, il faut gérer ça. Il y en a qui ont loué des entrepôts additionnels
Donc, beaucoup d'éléments reliés à ça. C'est une solution, mais qui amène ces problèmes aussi en même temps. La perte de capacité de production qui va jusqu'à l'arrêt temporaire ou la réduction de capacité, la réduction de production et jusqu'à l'arrêt temporaire de la production. Et dans le contexte de main-d'œuvre actuel, ça devient complexe parce qu'on sait que si on doit laisser aller des employés, il y a tellement de monde qui cherche présentement qu'on risque de ne pas les revoir. Donc, c'est un beau défi. Ça met encore là un stress additionnel. Production des inventaires de produits non finis. Certaines entreprises ont dit, mais regarde, on va faire ce qu'on peut. Quand les autres composantes vont rentrer, bien, on finira la job. Mais le problème, c'est qu'il y en a qui se bâtissent des inventaires de produits non finis, dont j'ai les coûts de main-d'œuvre, j'ai les coûts de matière, mais je n'ai pas les revenus. Donc, ça aussi, ça amène une pression financière importante et ça amène aussi des enjeux d'espace pour stocker ces éléments-là. J'ai visité plusieurs entreprises dans les dernières semaines là, qui avaient cette problématique-là. La difficulté de respecter les délais de livraison, bien entendu. Certaines baisses de revenus dans les entreprises. Comme je disais, le carnet de commandes est plein. Malheureusement, on n'est pas capable d'aller chercher les revenus. Et cette insécurité-là peut amener certaines entreprises à reporter des projets d'investissement. Et ce qui est dommage parce que on est dans une période où c'est important de faire ce virage numérique-là, ce virage technologique-là. Donc, toute l'augmentation de la productivité, l'automatisation, la robotisation, très important. C'est une action pour être plus compétitif, pour répondre aussi à nos enjeux de main-d'œuvre. C'est la stratégie numéro 1 pour répondre aux enjeux de main-d'œuvre présentement dans le secteur manufacturier. Donc, de reporter ces projets-là. Et on a mis vraiment beaucoup d'éléments en place. Il y a le nouveau programme ESSOR là, qui va être lancé dans les prochaines semaines et qui va amener énormément de bénéfices financiers pour les entreprises, de solutions financières intéressantes et avantageuses pour rendre ces projets-là d'investissement accessibles et diminuer le risque financier qui vont avec. Et la fonction d'approvisionnement, qui était dans beaucoup de PME, hein, c'est PME, on a le directeur de production, souvent il y a un acheteur qui, lui, gérait les commandes, gérait les fournisseurs, mais c'était beaucoup de repeat, puis j'appelle ça du copier-coller. Moi, tu sais, c'était pas une fonction, on gérait nos fournisseurs, on avait déjà notre base, on gérait nos commandes, on connaissait nos volumes, on négociait nos prix une fois de temps en temps. Mais là, la fonction d'approvisionnement et des gestions d'achat est devenue vraiment stratégique. Et on s'aperçoit que dans la crise actuelle, il manque beaucoup de compétences au niveau de la fonction d'approvisionnement dans les PME au Québec. Et de compétences, mais donc on est en train de regarder avec différents organismes sectoriels là, comment on peut mettre en place des programmes d'amélioration des compétences en gestion d'approvisionnement pour aider justement à travers la crise. Donc, on travaille sur ça présentement. Donc, profiter de la valeur de l'achat stratégique, de l'achat québécois pour diminuer nos risques d'affaires. Bien entendu, comme gestionnaire d'entreprise, comme dirigeant, il faut être capable de diminuer les risques dans cette crise-là. L'achat québécois, ce que ça amène, bien entendu, ça amène de développer une autonomie, une résilience à la chaîne d'approvisionnement. Plus la chaîne est courte, moins il y a de risques, plus c'est facile à gérer. Donc, de travailler des fournisseurs locaux, de se bâtir une base de fournisseurs locaux, bien entendu, ça amène une agilité aussi opérationnelle à travers ça. J'ai une entreprise avec qui, justement, on a réussi à identifier l'année passée des fournisseurs au Québec. Donc, elle a fait le transfert de tous ses achats sur certaines composantes clés qu'elle achetait en Chine vers le Québec. Des fournisseurs qui sont à 40-50 km de son usine. Et ils me parlaient comment ça avait changé leur vie. Plus besoin de commander des quantités, des fois, de trop d'inventaire. La capacité de paiement aussi qui est importante. Donc, ça, c'était facile. Donc, au niveau du cash flow, des termes de paiement qui sont beaucoup plus bénéfiques. Mais aussi beaucoup d'agilité. Le fournisseur, lorsqu'il y a un petit problème, peut venir à l'usine facilement. On peut commander des quantités plus courtes, mais aussi, des fois, quand on est mal pris, on peut passer des petites commandes d'urgence. S'il y a des problématiques, le fournisseur vient voir l'usine, capable aussi de s'arrimer à notre méthode de production dans la livraison. Plein d'éléments, beaucoup de travail en R&D, de collaboration. La personne me disait, mais je parle avec quelqu'un qui parle ma langue, qui est dans le même fuseau horaire que moi. Déjà, c'est un gros avantage. Fait que tous ces avantages-là de l'achat québécois, oui, des fois, il peut y avoir des écarts de coûts importants, mais ces avantages-là sont vraiment, on parle de valeur aussi, et je pense que dans le contexte actuel, l'équation de valeur est importante. Les bénéfices financiers, j'en parlais au niveau de liquidité, des inventaires, etc. Bien entendu, tout l'argent qu'on gèle dans les achats à l'étranger en paiement d'avance, c'est un enjeu important dans le cash flow. Donc, avec les éléments d'inventaire, réduire l'empreinte environnementale, on le sait, ce qui est fait au Québec est principalement fait d'énergie verte. Donc, comparativement ailleurs dans le monde où l'énergie fossile est encore très présente, il y a beaucoup, beaucoup de pression maintenant. Vous allez voir, c'est une courbe qui va être ascendante sur la réduction des GES. On le voit, là, il y a beaucoup d'éléments qui sortent présentement. On a même eu une entreprise, une filiale internationale étrangère qui nous a demandé d'aider ses fournisseurs parce que
La compagnie mère européenne a demandé à tous les fournisseurs de rencontrer d'ici 1 an et demi, 2 ans, la norme ISO 14000, qui est ISO en environnement. Donc, ça va commencer à s'en venir de plus en plus. Donc, la réduction de l'empreinte environnementale par l'achat local est important. Et bien entendu, tout l'impact sur l'essor économique. Quand vous achetez un fournisseur de votre parc industriel, de votre région, bien, vous ramenez de l'argent localement. Et ça, c'est important parce que ça contribue à de l'argent qui amène les entreprises à pouvoir investir dans leur développement, dans leur automatisation, leur niveau de production. Ces nouvelles ventes-là que vous amenez de l'étranger vers les entreprises québécoises sont un levier économique important. Donc, la valeur de l'achat québécois est importante. Et dans ce cadre-là, bien, rapidement, comment on peut en profiter? Comment on peut le faire? Bien, la substitution des importations, c'est un élément important. Nous, on est là pour vous aider là-dessus. Et la substitution d'importation en trouvant des fournisseurs québécois, parce qu'il y en a plein dans toutes sortes de domaines, comme je disais, mais c'est de créer de la sécurité au niveau de votre chaîne d'approvisionnement. Et je vous invite à revoir ce qui est disponible ici. Souvent, comme je disais, on achète, c'est des fournisseurs qu'on a depuis longtemps. Alors, on a peut-être perdu de vue ce qui se fait ici. Alors, revoir ce qui est fait ici, c'est important. Et il y a des entreprises qui ont décidé de garder certains fournisseurs en Asie, mais de se donner une redondance locale, d'avoir un fournisseur qui va prendre 30-40 du volume localement. Donc, au moins, on a une sécurité. Ce n'est pas juste un 9 à 1 quand on est mal pris, mais de se garder une certaine sécurité à ce niveau-là. Rapatrier des unités de production à l'étranger, comme je disais, c'est une façon aussi de ramener de la valeur. Le renforcement de vos fournisseurs clés, ce qu'on veut, c'est que ce que vous achetez ici, vous soyez capable de l'acheter encore ici. Donc, on veut s'investir avec vos fournisseurs pour les aider à eux aussi amener leur compétitivité, leur productivité, leur capacité de livrer. Donc, on veut les amener à devenir de meilleurs fournisseurs pour vous et pour l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement. Donc, vous nous parlez de vos fournisseurs et nos équipes de clients vont être capables d'aller les rencontrer avec nos équipes de développement technologique aussi et travailler avec eux pour améliorer leur capacité. L'intégration verticale, beaucoup d'entreprises décident de prendre des intrants qu'ils achètent à l'étranger et de regarder des intrants stratégiques, de les amener pour les fabriquer eux-mêmes à leur usine. Donc, présentement, on a plusieurs projets de ce côté-là et on est capable de faire l'accompagnement technologique. La sous-traitance, dans le contexte de main-d'œuvre, il y a des éléments qui n'ont pas de valeur ajoutée dans votre entreprise que vous fabriquez, que vous mettez de la main-d'œuvre. Peut-être cette main-d'œuvre-là pourrait être utilisée à des éléments de plus de valeur ajoutée dans votre usine. Donc, on a beaucoup d'entreprises qui nous demandent de les aider à trouver de la sous-traitance pour de la production de composantes de faible valeur ajoutée. Fait que ça, c'est un élément aussi. Puis le dernier, c'est d'augmenter votre nombre de fournisseurs, de vous donner plusieurs backups. Je pense que c'est de créer de la redondance locale, d'amener des nombreux fournisseurs pour être capable de vous fournir. Ça vous donne de la sécurité. Et juste pour conclure rapidement, comme Investissement Québec, on peut vous soutenir là-dedans, bien, c'est la substitution des importations, l'augmentation de la sous-traitance. On a développé un calculateur du vrai coût d'importation. Vous assurez que vous calculez, vous comparez quand j'entends c'est plus cher au Québec. Des fois, ça l'est vraiment beaucoup, mais des fois, ça l'est beaucoup moins qu'on pense. On a développé un outil extraordinaire qui est gratuit. Vous contactez-moi, je vous mettrai en lien avec l'outil pour vraiment calculer selon 25 paramètres le coût. Et je vous donne un exemple rapidement d'une entreprise dans le secteur du meuble qui pensait qu'une pièce qu'elle importait coûtait 25 plus cher au Québec. Quand on a fait le vrai calcul, on s'est aperçu que c'était 4 Donc, la valeur d'acheter au Québec à 4 de différence prenait tout son sens. Vous connaissez probablement la base de données industrielle du Québec, icric.com, donc qui est origine depuis 40 ans. À travers le CRIC. Donc, cette base de données-là, au-delà de 15 000 manufacturiers, vous pouvez faire de la recherche, c'est gratuit, recherche par thème, par secteur, par produit. On a mis aussi disponible tous les répertoires des organismes sectoriels clés. Donc, vous avez les répertoires de leurs membres pour trouver des fournisseurs, vous pouvez contacter les organismes. Et aussi, on vous accompagne concrètement pour trouver des fournisseurs au Québec. On a mis en place une équipe de conseillers en approvisionnement québécois. Donc, ils sont là pour trouver pour vous des fournisseurs à partir des critères qu'on a identifiés avec vous et vous ramener une liste de 3, 4, 5 fournisseurs possibles qui sont préqualifiés. Et là, ça vous permet vraiment on vous aide à accélérer cette recherche-là. L'augmentation des inventaires, on a une garantie de marge de crédit qu'on a augmenté le pourcentage qu'on peut couvrir de couverture. Donc, si vous avez des enjeux, parlez-nous. On va être capable de travailler avec votre partenaire bancaire et d'augmenter votre marge de crédit à ce niveau-là parce qu'on va être capable de la couvrir davantage. Les garanties de prêt, des prêts de fonds de roulement, bien important qu'on peut vous aider sur l'augmentation des inventaires et aussi vous aider au niveau technologique là, pour la gestion d'espace, la gestion de l'entreposage. Rapatriement d'unités de production, mais le financement, l'accompagnement technologique et, comme je disais, le renforcement des fournisseurs, l'initiative productivité, innovation, compétitiveur pour le virage développement durable et aussi tout ce qui est certification et normes. Si vous avez à vous certifier pour vous, mais aussi vous avez besoin de certifier des fournisseurs dans votre secteur, l'équipe du CRIC est là pour vous aider.
Donc, voilà, ça fait le tour de ma présentation. Et maintenant, ben, parlons de choses encore plus concrètes. Je vais inviter Alain Brunel, qui a accepté beaucoup de venir ce matin. Alain de Demeure Semblance, Alain, je lisais la liste tantôt des enjeux, des impacts, puis j'avais l'impression que dans ta tête, tu cochais chacun. Et je pense qu'aujourd'hui, ben, c'est le fun parce que la formule de partage, donc tu vas pouvoir partager ton expérience et après, en sous-groupe, on va pouvoir se donner des solutions, des éléments qu'on a parce que je pense qu'on a à apprendre des expériences de tout le monde dans cette crise-là et des bonnes idées de chacun. Alors, Alain, je t'invite à parler un peu de ce que vous vivez présentement. Et sortez vos Kleenex. Ouais, sortez vos Kleenex. Non, justement, je regardais toutes les 3-4 dernières slides, je dis j'aurais pu les écrire parce que ça, on a fait ça, ça, on a fait ça, ça, on a fait ça. Nous autres, on fait des ambulances à Belleuil. Au travers des années, on a fait des acquisitions. On a des usines à Saskatoon, à Van Wert, Ohio, puis Elkhart, Indiana. On fait des ambulances, comme je disais. Un des problèmes ou des enjeux, c'est qu'une ambulance, c'est un véhicule qui roule sur la route avec un châssis GM et Ford. Et puis, au travers de la crise, ça fait 2 ans qu'on est dedans, là, la GM ont eu des problèmes, GM, Ford et Chrysler et Mercedes, problème d'acquisition de microchips. C'est un problème mondial qui a été fait par la crise, parce qu'au début de la crise, en 2020, les manufacturiers ont fermé les usines, et puis après ça, les fabricants de microchips se sont trouvés d'autres marchés qui toute l'électronique vendue par Amazon de ce monde. Et puis, ils ont tous gobé l'inventaire mondial des microchips. Puis, il y a une usine au Japon qui produisait 25 à 30 de capacité mondiale qui a brûlé. Fait qu'à partir d'avril l'année passée, on a vu une perte de production, de capacité de production entre 60 et 70 de tous les manufacturiers de châssis à travers le monde. Fait que c'est sûr que nous autres, ça nous a affecté directement. Là, quand Stéphane parlait de production de véhicules non finis, ben, on s'est mis à faire dans les usines des boîtes d'ambulance sans châssis. Fait qu'on attend le châssis pour faire le mariage, puis on fait nous autres on a une capacité dans toutes les usines de faire environ 2500 ambulances par année, qui est le tiers de la production en Amérique du Nord. On a monté jusqu'à 200, 250 ambulances sans châssis ou boîtes sans châssis. Fait que, puis là, on a réduit notre production pour matcher la réduction de production de nos fournisseurs. Fait que ça nous a frappé vraiment l'été passé, à partir de l'été passé jusqu'à aujourd'hui. Stéphane montrait dans sa slide réduction de production. Aujourd'hui, à Saskatoon puis à Belleuil, on travaille juste 3 jours par semaine. On a 2 jours chômés. On utilise du temps partagé. Au niveau des approvisionnements, si on regarde notre modèle d'affaires, varie d'usine en usine. Belleuil, c'est vraiment une usine d'assemblage. Typiquement, comme l'automobile, on achète 99% de nos composants. À Saskatoon puis à Van Wert, on fabrique tout près de 30, on achète à Belleuil, on achète 99% de nos composants. Dans les autres usines, on achète peut-être 60% parce qu'on fait de la fabrication interne. Fait que quand on était dans cette crise-là à l'automne, c'est là que les gens d'Investissement Québec ont cogné à notre porte de différentes entrées, puis on dit on veut vous parler d'approvisionnement, puis on a commencé à échanger. Puis une des choses qu'on a réalisées en échangeant, c'est que on avait le modèle de Belleuil, on achetait beaucoup local, mais on achetait local juste pour Belleuil. Puis nos fournisseurs au Québec vivent les mêmes problèmes d'approvisionnement qu'on vit tous et les mêmes problèmes de personnel qu'on vit tous aussi. Là. Fait que la discussion qu'on a eue, c'est OK, on va en avoir des châssis à un moment donné, comment on se prépare pour reprendre notre capacité de production? Parce que Stéphane l'a mentionné tout à l'heure, on a un backlog comme jamais on a eu. Là. On parle, nous autres, on a toujours un backlog d'environ 200 millions.
on est assis aujourd'hui, c'est un backlog de 550 millions là, qui est quasiment 2 ans avant nous autres. Là. Fait que les châssis vont se mettre à circuler à un moment donné. Comment on se prépare à ça en pensant que nos fournisseurs ont des problèmes de personnel, ils ont des problèmes d'approvisionnement. Fait que c'est là qu'on travaille aujourd'hui à dire, les châssis vont arriver, comment on se prépare, puis qu'est-ce qu'on fait à long terme. Une des choses qu'on a décidé de faire, c'est qu'on avait sur notre table à dessin des projets technologiques dans les véhicules. Pas des projets technologiques dans l'usine de fabrication, mais des projets technologiques dans les véhicules. Puis on a dit, il faut accélérer ces projets-là. C'est des projets où on va standardiser plus certains équipements dans toutes les ambulances. Puis il faut travailler avec les fournisseurs actuels, il faut peut-être développer des nouveaux fournisseurs, mais là, il faut le penser non seulement pour Belleuil, mais pour toutes les usines, pour faire la standardisation au niveau des plateformes. Puis avec Investissement Québec, on regarde pour standardiser ça avec des fournisseurs du Québec. Chose que je voulais mentionner, si on regarde les points, on a augmenté l'inventaire de matières premières, on a augmenté l'inventaire de produits finis, aux produits non finis, parce qu'on atteint un châssis. Ce qu'on doit faire aussi, c'est que nos usines, typiquement Belleuil, c'est une usine d'assemblage automobile à basse cadence. On a une cadence, on a déjà été jusqu'à un véhicule à toutes les 2h30. Aujourd'hui, on est plus à un véhicule aux 4 heures. Fait que, puis on a beaucoup de plateformes différentes. Fait que à chaque fois qu'on regardait pour l'automatisation dans l'usine, c'est pas rentable de rentrer un robot parce que il y a trop de variations d'un véhicule à l'autre. On fait 600 véhicules à Belleuil où on devrait faire 600, puis il y en a 550 différents. Fait qu'il n'y en a pas un qui est pareil. Fait que dans le passé, quand on regardait à l'automatisation des opérations, à Belleuil, c'était pas rentable. Aujourd'hui, quand on le regarde, on peut être capable de trouver d'employés. Fait qu'il y a certaines places qu'on va regarder pour la robotisation, que ce soit dans les magasins ou même dans l'assemblage, parce que la façon qu'on calculait les retours sur investissement dans le passé, il faut le calculer de façon différente parce que c'est pas remplacer un employé, c'est pas remplacer un employé qu'on a, c'est de remplacer un employé qu'on n'a pas, puis on n'a pas façon de faire l'opération. Fait que c'est ça aujourd'hui qu'on travaille avec Investissement Québec, de dire dans tous les programmes que vous avez vus, là, c'est ça qu'on regarde. On regarde pour si on a un fournisseur au Québec, est-ce qu'on peut augmenter sa capacité en sachant que il n'y aura pas beaucoup d'employés, puis qu'on veut standardiser un peu ce qu'on achète pour chacun des usines. Est-ce qu'on a des pièces qu'on achète à l'extérieur, pas beaucoup parce qu'on a nos locales, mais qu'on achète dans les autres régions qu'on pourrait relocaliser au Québec, puis comment on introduit de l'automatisation dans notre usine, puis dans les usines de nos fournisseurs aussi. Je ne sais pas, Stéphane, si tu as des questions plus spécifiques, là, mais je reprenais tes slides, je dis que j'aurais pu les écrire. Là, fait que c'est là qu'on est aujourd'hui. Je ne charge rien, Alain, pour ça, c'est correct, c'est inclus dans le forfait. Mais ça me rappelle, quand on a eu une rencontre il y a quelques mois, puis tu nous parlais de justement te placer sur moi j'appelle ça te placer en avant de la ligne de départ quand ça va repartir, là, avec tout ce que tu es en train de faire comme projet, comme automatisation. Et à un moment donné, un des éléments, une question qu'on a posée, tu avais ta directrice d'approvisionnement avec toi, puis on a dit, est-ce que vos fournisseurs vont être capables de vous suivre? Et là, les yeux de ta directrice d'approvisionnement sont venus gros de même, puis elle a dit, ouais, attends, il y en a une couple qui commence à avoir de la misère. Et là, je pense qu'on est avec 5-6 de vos fournisseurs présentement, puis qu'on les aide. Puis je pense que la notion de chaîne d'approvisionnement n'a jamais pris tout son sens comme on l'a présentement. Hein? Oui, et puis tu sais, comme je disais tout à l'heure, à Belleuil puis à Saskatoon, c'est deux modèles d'affaires différents. Si on prend plus technique, là. Nous autres, on met une boîte en aluminium sur des châssis, puis on achète les boîtes chez deux de nos fournisseurs qui sont situés à Drummondville. À Saskatoon, on achète de l'aluminium pour faire la boîte à l'intérieur. La même chose à Van Wert. Fait qu'à Belleuil, le réseau de fournisseurs a toujours été clé. Là. On a tout près de 300 fournisseurs au Québec.
Puis on a déjà, là, dans les bonnes années, fait 600 ambulances au Québec. Aujourd'hui, on est plus à 350, 400 parce qu'on manque de châssis. Mais nos fournisseurs ont aussi de la misère à nous suivre. Fait que le jour où on va revoir des châssis, ben comment on équipe nos fournisseurs à être capable de combler la pénurie de main-d'œuvre en changeant la façon qu'on travaille avec eux autres. Aujourd'hui, on fait de l'inventaire. Est-ce qu'on s'en va à du one-piece flow? Il y a beaucoup d'éléments qu'on peut travailler pour vraiment s'améliorer parce que ça va être la clé de notre succès ici à Belleuil. Mais ce que j'entends, Alain, puis c'est vraiment l'opportunité de cette crise-là, c'est d'en profiter pour revoir nos modèles d'affaires. Puis il y a beaucoup d'opportunités d'amélioration. Dans le fond, là, c'est Churchill qui disait qu'il ne faut jamais perdre l'opportunité d'une bonne crise. Là. Mais je pense que celle-là qui nous frappe sur deux fronts, main-d'œuvre et approvisionnement en même temps, elle oblige de revoir nos façons de faire, la relation des fournisseurs, la relation, l'intégration verticale de notre fabrication, la sous-traitance. Tout doit être remis en question parce que de travailler comme avant ne fonctionne plus dans le modèle d'aujourd'hui. C'est vraiment ça. Puis je pense que vous êtes en train de faire ça en accéléré. Puis c'est en même temps dans un contexte où il faut gérer aussi le présent. Là, fait que c'est tout ça en même temps qui est un beau défi pour des dirigeants comme toi et ton équipe. Là. Oui, parce que le problème de cash flow que tu dis, là, c'est vrai, là, nous autres, on a réussi, je veux dire de même, à garder le plein emploi, aller jusqu'au mois de mars avec tous nos employés, même si on était à 25-30% de réduction de capacité à cause qu'on n'a pas de châssis pour faire des ambulances. Mais là, il a fallu passer à une autre étape, à du temps partagé, puis on risque de perdre on risque de perdre des employés parce que là, c'est le plein emploi, puis nous autres, on leur offre 3 jours par semaine au lieu de 5 jours par semaine. Là. Fait qu'on a ce risque-là aujourd'hui, puis oui, on a des enjeux de cash flow, mais quand tu dis on a fallu se réinventer, il a fallu se réinventer avec notre relation avec les clients aussi. Mm-hmm. Tu parlais tout à l'heure de backlog. On a un backlog de 2 ans avec des prix qu'on a fait l'année passée. Il y a certains de nos fournisseurs, de clients qui ont été voir et on dit, ben oui, on a une commande, mais à ce prix-là, on pourra le produire. Puis on a eu des bonnes discussions, puis on a introduit des concepts de dépôt parce qu'on dit, on ne peut pas nous autres survivre. Si on ne survit pas, vous n'aurez pas plus d'ambulances. Fait qu'il a fallu réinventer la façon qu'on parle avec nos clients aussi, là. Puis garder une bonne relation client parce que la crise, elle va finir un jour. On ne peut pas juste dire c'est one-sided puis ils vont l'acheter ailleurs. Mais là, on a des discussions autant avec nos fournisseurs qu'avec nos clients. Puis c'est le réinventer, j'ai haï le mot, là, mais non. pas même un choix à tous les jours de dire bon, OK, ça c'est une nouvelle crise, comment on fait ça, puis qu'est-ce qu'on fait de différent? Puis c'est intéressant parce que ce que tu amènes comme perspective, c'est pas juste toi puis ton entreprise, c'est le secteur au complet. Puis dans ce qu'on vit dans tous les secteurs, c'est les mêmes enjeux. Vous savez, dans les portes et fenêtres, vous savez, dans le secteur manufacturier, c'est les mêmes enjeux que tous les gens de votre secteur. Fait que ceux qui vont être capables de prendre le temps à travers tout ça pour revoir leur modèle d'affaires, se réintégrer, puis c'est vraiment l'effet de levier. Là, quand ça va repartir, ben, ils vont être déjà en avant de la parade, puis ils vont être en mode accélération. Puis et je comprends très bien, mais j'ai été entrepreneur pendant 20 ans. Fait que je regarde mes amis entrepreneurs en Beauce là, qui vivent ça de front, puis on se parle régulièrement. Puis c'est tough parce que à tous les jours, c'est une nouvelle affaire, puis nos équipes commencent à être fatiguées, puis nos équipes sont en gestion de crise en continu. Fait que ça met beaucoup de pression, mais Colin, que quand ça va passer après, là, puis moi j'aime ton optimisme, et quand ça va repartir, on va être prêt, préparez-vous. Mais c'est cette préparation-là, cet investissement-là de temps et de ressources qui doit être fait, mais en même temps qu'il faut gérer le quotidien de la crise. Fait que c'est vraiment un bel enjeu. C'est pour ça que nous, on a mis des équipes en place pour aider. Justement, quand on parle de l'accompagnement dans la recherche de fournisseurs, on le sait que les gens d'approvisionnement, juste gérer les enjeux d'approvisionnement de la journée, c'est problématique. Mais nous, pendant ce temps-là, on vous trouve des fournisseurs. Ça fait que ça, au moins, quand on arrive, ben, on est capable de vous aider. On travaille avec tes fournisseurs à toi aussi. C'est là qu'on essaie d'amener au moins un peu d'air en amenant des ressources pour aider. Puis je sais qu'il y a des gens dans le groupe là, qui sont là aussi au niveau d'approvisionnement, qui sont capables de donner des coups de main. Je pense que dans le contexte actuel, il faut se trouver des nouveaux alliés aussi. Mm-hmm.
Je propose, étant donné que le temps file, qu'on regarde s'il y a des questions. Je ne sais pas, parmi vous tous, quand vous écoutez ça, quand vous entendez ça, est-ce que vous avez des questions pour Stéphane, pour Alain? Stéphane Hubert aura une question, donc lançons le bal avec Stéphane. Bonjour et merci beaucoup de l'invitation. Moi, j'ai une question concernant, parce que moi, je ne fais pas de production. Je suis une compagnie de compresseurs. Ça veut dire, moi, je donne des services puis des produits et services. Et je vais te dire, là, avec la rencontre de ce matin, je vais aller chercher des bonnes idées. Tout est beau, mais sauf qu'il n'y a pas de compresseur qui se fait au Canada pour l'instant. Il faudrait que j'en invente. Comme on dit, ça vient de l'Europe et des États-Unis et tout ça. Ça veut dire que quand on parlait au début, au niveau de la pénurie de l'avoir, est-ce que vous pouvez nous aider là-dessus, investissement? Parce que je ne trouve plus de ressources. Là. Je m'inscris à tous les webinaires et tout ça. Tu sais, moi, je peux pas mettre en télétravail, je peux pas réinventer une machine pour faire l'entretien des compresseurs. Ça me prend des gens physiques. Je ne sais pas s'il y a quelque part, on peut avoir de l'aide là-dessus. Juste pour comprendre, Stéphane, votre besoin est à quel niveau exactement? Puis je vais être sûr de vous répondre comme il faut. Là. Ah, ben là, je ne sais plus. tellement qu'on est, comme Alain il dit, on est en train de se réinventer. Nous, nos besoins, probablement, ce qui arrive, c'est que là, nos fournisseurs commencent à. Là, c'est plus du 3 semaines, c'est sûrement comme tout le monde, c'est du 6 mois, 8 mois, 1 an pour avoir les produits. Ça veut dire une entreprise comme Alain A, ben, il y a un problème avec son compresseur, mais on a de la misère à le réparer. Elle dit là-dessus, on se réinvente, même que je regrette d'avoir acheté les vieux compresseurs que j'avais dans le temps. J'aurais pu garder les pièces. Mais c'est surtout au niveau de la pénurie de main-d'œuvre. Je ne peux pas l'automatiser. J'ai installé des systèmes de logiciels, tu sais, là, pour être plus rapide et tout ça. Mais on vient comme saturé. J'ai comme plus d'idées là-dessus. Effectivement, dans le domaine du service, c'est un beau défi. Là. On parle d'automatisation, puis vous pouvez amener des outils technologiques pour rendre vos gens plus efficaces, mais à un moment donné, c'est de la main-d'œuvre humaine. Fait que c'est une belle problématique. Contactez, je ne sais pas si vous êtes en lien avec notre bureau. Vous êtes dans quelle région, Stéphane? Laval. Ben, contactez notre bureau régional. On a nos conseillers en développement économique peuvent vous aider à identifier des ressources clés là, pour peut-être dans vos recherches, vos besoins de main-d'œuvre. Des fois, s'il y a des choses qu'on peut faire là-dessus, c'est certain qu'on va le faire. Là, on a développé un mapping aussi de support là, pour, au niveau de la recherche de main-d'œuvre. Fait que peut-être que des fois, on peut vous mettre en lien avec des bonnes personnes. Super. Parce que il y a Thomas ici qui propose la compagnie Super à Victoriaville dans le chat. Hein. C'est un fabricant de compresseurs, Stéphane. Je ne sais pas si. Je ne connais pas. Si vous connaissez. Hein? Oui, ben, la base vient de l'Allemagne. C'est-à-dire, lui, ici, va être comme nous. Merci. Mais c'est intéressant, par contre, Stéphane m'a fait penser, j'ai parlé d'une compagnie dans le domaine des équipements électriques, principalement de l'importation, mais lui, il avait gardé beaucoup de vieux matériel. Et là, il a transformé dans la dernière année toute la vente de produits de seconde main refurbished, réusinés. Et dans le fond, il a reparti une nouvelle division qui fait du réusinage d'équipements usagés et qui revend. Écoute, il y a un carnet de commandes qui est bien plein. Les gens achètent ça comme du neuf. Fait que des fois, c'est des éléments à partir de votre expertise qui peuvent être faits ou des partenaires que vous pouvez trouver de ce côté-là. Je pense que ça amène une nouvelle économie. J'ai vu une entreprise la semaine passée qui achetait beaucoup d'extrusions d'aluminium très particuliers et il a décidé depuis 1 an de travailler sur un projet de développement avec du plastique renforcé là, avec les imprimantes 3D. Et il est en train de complètement virer son modèle d'affaires de base. Il s'auto-fournit en plein. Ça fait 1 an qu'il travaille là-dessus, là, mais là, maintenant, il est en train de vendre son concept à des entreprises à l'étranger qui vont utiliser les imprimantes avec tout son modèle d'affaires qu'il a développé sous licence. Fait que, tu sais, des fois, à travers ça, il y a des façons de voir les choses différentes, il y a des nouvelles opportunités qui peuvent se créer de ce côté-là. On a une autre question, en fait, Alain, je crois. Ah? Moi, non. Non? Non. Ah non, je voyais une main levée. Hein. C'est un autre Alain, il est en mieux. Un autre Alain. Hein. Oui, Alain Martineau. Désolé, mon micro t'a fermé. De Rembourage, Gia Martineau. Moi, c'est juste pour faire un petit peu de millage pour le DEC ou l'Investissement Québec. On est dans notre 2e programme d'investissement. On a pris le virage il y a plusieurs années. J'ai 6 robots d'installer. Je veux monter à 10 pour une shop de 18 employés. Donc, plus d'1 robot par 2 employés. Ça, c'est mon objectif d'ici 2 ans.
Donc, il y a des beaux programmes qui sont autant d'Investissement Québec que du DEC présentement là, pour aller avancer là-dessus. Là. Donc, c'est ceux qui hésitent à investir dans les robots, là, honnêtement, c'est le temps. Là. Merci Alain pour ce témoignage-là. Mais c'était intéressant. Puis, comme je parlais tantôt du nouveau programme ESSOR qui va être annoncé, là, je ne peux pas vous donner tous les détails, mais entre autres, il va y avoir beaucoup plus orienté vers la PME avec du prêt sans intérêt, une portion de prêt pardonnable. Donc, c'est tous des éléments ce qu'on veut, c'est diminuer le risque d'affaires et accélérer le virage. Puis, c'est vraiment en lien là, avec le virage technologique qui doit être fait. Là. Ça fait que je pense que c'est une façon incontournable là, de diminuer vos coûts de main-d'œuvre, vos enjeux de main-d'œuvre lorsque c'est possible. Le temps file, en fait, puis on ne veut pas prendre trop de votre temps. On avait prévu finir à 9h30. On a un petit enjeu de temps, mais j'aimerais entendre quelques personnes qui voudraient revenir là, sur une chose que vous avez entendue qui a été comme un étincelle ou qui vous a particulièrement intéressé, qui va vous permettre de ramener ça ce matin dans votre rencontre aux approvisionnements ou si vous voulez partager avec le groupe. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut partager? Il y a Réal qui... Oui, Réal. Non, mais dans le fond, je veux juste... merci beaucoup Stéphane, merci beaucoup M. Brunel, merci beaucoup Entre-Chefs aussi pour le webinaire. Rapidement, je veux juste revenir sur un élément que Stéphane a mentionné. Souvent, ça paraît drôle à dire, mais souvent la solution est en dessous de notre nez, puis on connaît mal nos fournisseurs. Fait que ayez pas peur d'impliquer vos fournisseurs comme partenaires dans vos problématiques. Puis souvent, vous allez être surpris à quel point ils désirent de vous aider en tant que tel. Donc, c'est une observation que nous, on fait souvent avec certains de nos clients. Là. Mais Alain apportait un excellent point et Stéphane aussi apportait un excellent point de justement de s'asseoir avec ses fournisseurs et de dire, regardez, voici le topo, voici ce qu'il en est, voici mon objectif, puis je veux continuer de faire affaire avec toi. Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? T'sais, comment, ensemble, on peut s'aider à continuer à croître dans les circonstances dans lesquelles on vit présentement. Là. Et vous risquez d'être surpris. Là. Merci, Réal. Donc, pour la fin, en fait, s'il n'y a pas nécessairement de partage, là, je vois qu'il y a beaucoup de gens qui ont quitté. Il est 9h30. Stéphane et Alain, je vous propose le mot de la fin si vous voulez nous refaire un petit coucou. Et je vous remercie toutes là, pour votre participation à ce webinaire. La présentation de Stéphane vous sera envoyée à la suite de ce webinaire par courriel. Stéphane, puis Alain, je ne vous vois pas, mais si Alain, vous je te voulez... laisse aller. Alain, vas-y. Je ne veux pas être trop long, là, mais ça revient à ce qu'on disait. Là, puis moi, la phrase, je l'ai utilisée souvent, là, « Never waste a good crisis » de Winston Churchill. Là. Puis c'est ça qu'on a fait. Nous autres, on est en train de repenser notre modèle d'affaires. Puis autant on avait, je pense, une bonne stratégie d'approvisionnement à bel oeil, parce que nos fournisseurs, c'est la clé, on fait juste de l'assemblage. Il a fallu remettre ça sur la planche à dessin et dire, bon, ben, qu'est-ce qu'on fait de différent? Puis des projets qu'on pensait, qu'on rêvait dans le passé, de dire soit de l'automatisation ou l'introduction de nouvelles technologies, ben, il ne faut pas ralentir, il faut mettre le pied au plancher. Puis la bonne nouvelle, parce que je l'ai découvert, moi, cette année, là, c'est qu'Investissement Québec, avec le virement qui s'est fait il y a 2 ans, avec le MEQ, Investissement Québec, le CRIC, tout ça arrive ensemble avec une bonne offre. N'hésitez pas à appeler l'équipe à Stéphane, puis toutes les branches d'Investissement Québec, là, on a eu des belles surprises, nous autres, dans les discussions qu'on a eues. Fait que pensez, rêvez beaucoup, puis parlez avec les gens d'Investissement Québec, puis ils vont vous aider à combler vos rêves. Là. Alain, je n'aurais pas pu te demander de dire mieux que ça, mais merci beaucoup. Je pense que c'est apprécié. Puis, c'est vrai. Je vais juste conclure en surfant sur cette invitation-là. On est vraiment là pour vous aider à travers tous ces enjeux-là.
Tous nos différents types d'accompagnement, de solutions financières sont là pour vous. Contactez-moi sur LinkedIn si vous avez besoin. Contactez votre bureau régional. Si vous avez déjà une équipe qui vous sert, sinon appelez, on va vous contacter moi, on va vous mettre en contact avec les bonnes personnes. Chez Investissement Québec, on ose essayer de penser qu'en connaissant une personne dans le réseau, vous connaissez les 1000 personnes dans le groupe. Fait que c'est comme ça qu'on veut travailler. Alors, comme je dis, mon LinkedIn est là, contactez-moi, je vais vous répondre rapidement. Ça a été un plaisir. Merci, Entre-Chefs. Une belle rencontre ce matin, beaucoup d'échanges, c'est le fun. Je pense que c'est comme ça qu'on s'inspire aussi. Puis bravo, c'est le genre de rencontre très concrète et tangible qu'on a besoin pour amener des solutions à nos entreprises, nos entrepreneurs. Fait que merci beaucoup. C'était vraiment une belle rencontre. Belle rencontre. Merci beaucoup, Stéphane. Merci beaucoup, Alain, pour votre temps d'avoir préparé ça pour les membres et les collaborateurs d'Entre-Chefs. Donc, je vous souhaite à tous une belle journée.